Les garçons du Télécongo prennent ces récits à cœur pour les préserver. Les mots du terroir sont des trésors à chérir. Gardons les vivants ce soir pour ne pas les voir mourir. Je me présente, je m'appelle Bernard Closs. Je suis né un mois de novembre, le 16, en 1947. C'était juste après la guerre. Ma vie est celle de 80% des jeunes en Vallée d'Ausne, c'est-à-dire qu'on est né dans un milieu de campagne où la vie se passait surtout dans l'étable. Toutes les activités, surtout en hiver, se faisaient dans l'étable. Et puis, bien sûr, le soir, on allait dormir au froid. Donc, maman s'empressait de porter la bouillotte pour chauffer le lit. Et tout le monde se mettait au lit bien empressé pour retrouver bon chaud. On ne chômait pas dans le lit, bien sûr, le matin, parce que il fallait vite s'habiller et puis descendre tout de suite à l'étable où on retrouvait cette chaleur homogène de l'étable qui nous réconfortait. Je suis né, je disais, un 16 novembre. C'était le dernier jour où on sortait les vaches, c'est-à-dire en patois on dit « l'odzo qui est à bas ». Et c'était un dimanche. Ça, c'est maman qui me l'a raconté, puis je l'ai vérifié sur le calendrier. Et donc, j'ai dû commencer à téter ma mère dans la chaleur de l'étable, surtout quand elle était assise sur son banc, pendant qu'on gouvernait le bétail. Et notre vie a été tout au long marquée par cette conviviance avec le bétail. C'est-à-dire qu'on a commencé à jouer avec les petits veaux quand ils naissaient, quand nous on était tout petits. Et puis tout de suite, on a suivi tout ce qui est l'évolution du bétail pendant l'année. C'est-à-dire quand on sortait le printemps, on appelait ça dicordi, c'est-à-dire détacher les cordes pour sortir le bétail. Et naturellement, 8 jours avant, on était déjà tracassé pour savoir si la reine de l'étable elle allait rester reine ou si quelques vaches plus jeunes essayaient de la déloger. Le mois de mai, quand on commençait à faucher l'herbe dehors et on donnait le vert, qu'on appelait ça l'herbe verte, à l'étable, c'était un événement. On voyait les vaches qui commençaient à se tracasser pour pouvoir sortir. Et puis tout au long, on montait au maillen. Le maillen, c'était aussi une occasion pour se réjouir et de voir évoluer les vaches dans l'herbe fraîche. C'était aussi le plaisir de voir quelques luttes entre nos vaches. Et puis après le moyen, événement, c'était l'Inalpe, où on mélangeait les troupeaux à la montagne, c'est-à-dire chez nous c'était la Premou, la première étape de l'alpage de Gromboldette. Et là, bien sûr, la reine, elle était un peu plus soignée que les autres. On montait même un peu de farine pour donner à la reine sur le dos du mulet. Et, c'était une nuit, on appelle ça blanche, parce qu'on n'arrivait pas à s'endormir. Le matin, vivement, la levée du jour pour pouvoir descendre, se laver un peu autour des oreilles et puis se préparer pour aller à l'Inalpe. Il fallait traverser le bois, c'était même une jolie promenade. Les vaches allaient de bons pas, mais nous on trouvait qu'elles n'allaient pas assez vite, il fallait arriver tôt. Et puis déjà, quand on arrivait sur place, le plan de l'Ignarpa, c'est-à-dire là où on mélangeait les vaches, déjà tout le monde était en effervescence. Les vaches aussi, elles grattaient, elles beuglaient, elles se défiaient déjà.
quand tout le monde était arrivé, finalement, le berger donnait l'ordre de lâcher le bétail. Et puis, c'était l'événement où les vaches s'affrontaient, se confrontaient. Et puis, c'était la vérification pour savoir si la reine de l'année d'avant, elle se confirmait. Mon grand-père maternel, Björn Benoît, souvent avait la reine à l'alpage. Je me rappelle de Stella quand j'étais tout petit, j'ai encore des photos. Là-haut, elle a été 7 années de reine. Elle était d'un taureau de Mathurin Bétan de Saint-Martin-de-Corléans, Mathurin du Crou. C'était un grand éleveur. Nous, les enfants, quand on restait à la montagne, on descendait encore quelques jours parce que quand même il fallait finir l'école et puis où se préparer, et puis on montait à l'alpage à faire les cheats, bien sûr. Là, on avait la comptabilité des jeunes qui en perdaient à 5, à 6. Un jour, elle reperdait, on est mortifié. Le jour après, elle gagnait à une autre plus vieille. Et c'était la joie que c'était beau de se lever le matin quand la veille, sa vache avait gagné à une plus vieille. Hélas, terminés les jours de la première jeunesse, quand on a été capable de travailler au champ, de travailler au foin, au blé, de sulfater la vigne, moi, personnellement, j'ai été remplacé par mes frères plus jeunes, et puis il a fallu donner un coup de main à grand-papa, qui hélas commençait à être déjà un peu âgé, et il fallait l'aider et surtout le remplacer pour le travail. C'est là, de 14 à 18 ans, que j'ai appris à gouverner le millet. Alors, les armilles, c'est-à-dire tout ce qui est armature du mulet, on les connaissait toutes. On savait comment il fallait le guider, on savait comment il fallait lui dire pour tourner à gauche, pour tourner à droite. Et puis très tôt, on a commencé à employer la charrue, la soloria, pour labourer les champs. Toute notre jeunesse, on a appris à travailler ce territoire qui était encore pénible parce que quand moi j'étais jeune, c'est-à-dire les années 60 par là, on travaillait encore comme dans le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il fallait se lever tôt le matin pour donner du foin au mulet, afin qu'à 7 heures du matin, il était nourri, il fallait lui donner à boire, et puis il fallait le mettre, d'après les travaux qu'on avait faits, à la charrue, à la charrette, ou bien encore avec le bât et les besaces pour aller au moyen. Tout ça, on l'a vécu intensément parce qu'on avait la responsabilité de montrer aux adultes qu'on était déjà capable de faire. Vous savez, on ne s'épargnait pas. Si on avait de la peine à soulever 50 kilos étant jeune, on s'efforçait, on s'entraînait, et puis il fallait arriver. Et puis toujours les parents nous disaient « mais ne te force pas trop, mais ne te force pas trop ». Mais l'envie de montrer qu'on était déjà capable de donner un coup de main, elle était tellement forte qu'on faisait tout pour pouvoir avoir l'appréciation de nos vieux qui commençaient déjà à nous considérer des adultes, et donc quelqu'un qui donne un coup de main à la famille pour gagner la vie et travailler le mieux possible les biens de la voirie. Après, on a souvent travaillé la campagne en même temps, porté en avant les études, et après, faute de revenus et d'argent qu'on pouvait gagner tellement peu à la maison, il a fallu trouver un emploi. Et toujours toute ma vie, mes frères et moi, on a eu ce double emploi pour porter à la maison de l'argent liquide et pour quand même garder ce grand patrimoine que nos parents, nos grands-parents nous ont légué.
cette amitié pour la commune de Jovensan et pour les alpages, nous l'avons encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes? Le seul bien qui nous reste en Vallée d'Aoste, ce patrimoine immatériel qui est tout l'environnement. Ça, par rapport à certaines régions, on a beaucoup de chance parce que quand même on a su garder ça, sauf les alentours de la ville, le reste est bien resté comme quand moi j'étais jeune, sauf le bois qui a terriblement avancé et les terrains de culture a beaucoup diminué, mais on n'a rien enlevé au patrimoine environnemental. Donc moi je dis, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, ça c'est une richesse irremplaçable. Si on le détruit, on ne pourra plus le reconstruire. On sait très bien que nous avons que ce terrain-là, et disparu ce terrain-là, il est disparu à jamais. Donc, encore une fois, conservez-le, tâchez de pas vous multiplier à l'infini pour qu'on puisse tranquillement vivre chez nous à l'aise et, disons, prendre à notre charge ce terrain qui nous a été donné pour qu'on le puisse donner à notre tour à nos enfants et ainsi perpétrer la vie de chacun de nous sur notre territoire. Cette amitié pour le territoire n'est pas seulement pour nous, mais je lis dans les livres qu'elle était aussi bien cultivée et encore maintenant pour ceux qui ont dû partir parce qu'ici il n'y avait pas assez de travail, pas assez d'argent et donc on les appelle les émigrés valdôtains. Il y a toujours un retour à notre région, cette région qui est si pauvre, mais moi je crois que c'est complémentaire. Plus une région est pauvre et plus on s'attache pour la respecter et pour s'intégrer à ce milieu environnemental, en ce milieu qui nous a vu naître, en ce milieu que j'espère donnera encore beaucoup de chance à nos enfants pour y vivre tranquillement sur nos terres. Une recommandation pour nos jeunes, ceux qui ne sont plus dans l'élevage, il faut quand même rester à contact avec le monde de l'élevage parce que ça nous fait comprendre les vieilles valeurs de notre société. Et pour ceux qui gardent les vaches, qui ont la chance d'avoir encore pu continuer ce métier noble qui est l'élevage, pour cela, disons, n'allons pas chercher les performances de viande, de lait, de 10 000 litres de lait, de 800 kilos de viande, non, n'allons pas chercher ça. Gardons nos races telles qu'elles ont été, profitons de ce qui a été la sélection de nos anciens, parce qu'ils avaient, élevé une vache avec 4 principes. C'était une belle vache, une sage vache, c'est-à-dire facile à gouverner, une vache qui était bonne à lait et une vache qui était aussi bien méchante, bien batailleuse. Ces principes-là, il nous faut les garder, je dis aux jeunes, et ces principes-là, c'est ceux qui nous permettent d'avoir des liens avec nos vieux, parce qu'on regardera la vache et notre territoire avec les mêmes yeux qu'on le regardait il y a 500 ans peut-être. Et ça nous permet d'avoir le même attachement sur le terrain et surtout la même envie de conserver le terrain, parce que sans pré, sans vache, sans pré, sans bois, sans notre environnement, il n'y a pas moyen d'avoir des vaches. Les mots du terroir sont des trésors à chérir. Gardons-les vivants ce soir pour ne pas les voir mourir.